Bonjour à tous. Merci de nous avoir rejoints dans ce forum des lecteurs pour écouter, accueillir 3 auteurs, 3 histoires. À ma gauche, Agnès Ledigue avec Dans le murmure des feuilles qui dansent chez Albin Michel. Au milieu, Vincent Villeminot avec Fais de moi la colère aux éditions Les Escales. Et enfin, Valérie Perrin avec Changer l'eau des fleurs, toujours chez Albin Michel. Alors nous sommes là en face de 3 histoires, 3 romans qui nous entraînent complètement, qui sont très différents. On peut essayer bien sûr d'y trouver des points communs. Il y en aura. On va essayer de les trouver d'ailleurs ensemble. Et on va commencer avec Agnès Ledigue, Dans le murmure des feuilles qui dansent. Alors, je ne vais pas vous raconter l'histoire, parce que l'histoire, c'est plutôt Agnès qui doit le faire. Simplement, vous brosser un tableau très rapide. C'est une histoire de vie. C'est une histoire aussi de disparition, de mort, de tristesse, bien sûr. C'est à la fois le bonheur qui est là et puis qui peut disparaître en une seule seconde. C'est aussi 2 personnages qui vont être réunis par par un peu des hasards de l'existence et qui vont tisser une relation très particulière grâce aux mots. On va dire une sorte de roman épistolaire. C'est une sorte de roman épistolaire. Alors, je voudrais que Agnès, justement, nous parle de l'idée du roman épistolaire aujourd'hui, qui a été quelque chose qui était très en vogue, mais qu'on ne pratique plus beaucoup, parce que est-ce qu'on écrit encore beaucoup de lettres aujourd'hui? Alors très très peu, et voilà. Et c'est dommage que ça ait disparu, parce que l'échange épistolaire a quand même une qualité. Pour moi, la qualité principale, c'est le temps. Et c'est ce que j'ai voulu construire entre ces 2 personnages, c'est le temps de l'attente. Et c'est un roman que j'ai construit en 2 temps. J'avais d'abord fait l'échange épistolaire, et puis quand j'ai eu envie de parler de la 2e histoire dont on va peut-être parler, je voulais pas la présenter de façon brute comme ça toute seule, donc j'ai mélangé les 2. Donc j'ai repris mon échange épistolaire et je l'ai mélangé à cette nouvelle histoire qui était dans ma tête. Mais c'est dommage de ne plus écrire des lettres, parce que je ne sais pas vous, mais moi, même le livre le livre papier par rapport au livre numérique, c'est un objet, c'est quelque chose qu'on tient dans la main, qu'on peut sentir, qu'on range, qu'on reprend, et qu'on garde. Et la lettre, c'est pareil. Moi, j'ai encore toutes les lettres de l'échange que j'ai eu avec mon mari à nos débuts, parce qu'on a été séparés très vite, et c'est magique, c'est un cadeau. Et ça manque aujourd'hui en 2018, où tout est instantané, tout est dans le numérique. Et ce temps d'attente fait monter le désir, en fait. Voilà, Hervé, ce procureur qui s'ennuie dans sa vie. Alors parlez-nous quand même de ce personnage, parce que il est procureur. Oui. Et il est pas du tout un procureur typique ou archétypal. Je dirais, il est très différent. On l'imagine pas comme ça. Je ne sais pas ce qu'est un procureur typique. Je ne sais pas s'il y en a qui sont typiques ou pas. En tout cas, c'est un homme qui s'ennuie, qui a une vie morose, parce qu'il s'ennuie. Il s'ennuie. Il a un travail qui est gris, qui est triste, parce qu'il voit que des horreurs dans ses journées. Il s'ennuie dans son couple, dans sa famille. Et puis arrive un jour une lettre de la part d'Anaëlle, qui était une étudiante en pharmacie, parce qu'il avait donné un cours de risque médico-légal. Et puis cette jeune femme a un jour besoin d'informations techniques, parce qu'elle écrit des romans. Et en fait, cette lettre qu'il reçoit, c'est une éclaircie dans sa grisaille. C'est une ouverture, oui, véritablement vers un autre monde. Et sa première réponse, il a déjà envie de continuer. C'est pas juste une réponse technique et basta, on passe à autre chose. Et c'est ça qui m'intéresse dans la vie. On fait des rencontres, et puis on choisit de les développer ou pas. Mais on passe notre temps à rencontrer des gens. Et parfois, on fait de très belles rencontres. Faut-il encore s'arrêter sur ces rencontres, savoir s'arrêter, oui, justement. Et la force aussi de ce livre, c'est que les petites choses du quotidien qui paraissent si banales, si
peu importantes, eh bien, elles prennent une véritable importance parce que justement, on leur donne cette importance, on les regarde. Et ça aussi, l'importance du quotidien, elle est très forte là. Alors celle, elle est plus forte dans l'autre histoire, qui est celle de Thomas, un jeune menuisier qui a un demi-frère de 18 ans de moins, donc le petit Simon. Qui un jour, il s'occupe de lui depuis tout petit parce que la maman a eu des difficultés après la naissance et puis il lui a fait découvrir la forêt. Et déjà bébé, ce petit garçon regardait le murmure des feuilles qui dansent, donc il pouvait regarder les arbres pendant des heures. Et un jour, il est hospitalisé pour une leucémie et Thomas va décider d'amener la forêt à lui pour l'aider, pour le soutenir et pour lui apporter de la poésie dans son quotidien difficile, dans son quotidien très difficile. Dans cette lutte. Oui, c'est une lutte. Et la mort. Et la chambre stérile, c'est quelque chose de très très dur pour un enfant. Donc là, Thomas va lui apporter de la lumière aussi. Et c'est là les petites joies du quotidien. Un écureuil, il va lui raconter la vie de l'écureuil, la vie du hérisson, les arbres qui s'entrelacent, etc. Et il va aller jusqu'à le comparer à un arbre pour lui montrer que tout pousse, tout revit. Enfin, il y a une force de vie pour l'aider à tenir. Et voilà, quand on traverse une épreuve comme Thomas la traverse à travers son petit frère, forcément, à un moment donné, on s'attache aux petites joies simples parce que c'est ça qui vous nourrit de petites étincelles au quotidien. Je pense d'ailleurs que la nature, la forêt, et l'arbre en particulier ont une présence toute particulière dans ce livre. Ce sont aussi des protagonistes. C'est un personnage. L'arbre est un protagoniste aussi. Oui. Et on se rend compte que ces personnages, ce sont des blessés de la vie, à des degrés différents, mais ils sont tous blessés. Blessés dans leur corps, blessés dans leur âme parfois, mais ils vont quand même justement essayer de construire quelque chose qui pourrait éventuellement aller vers le bonheur. Et puis on n'a pas du tout on présage des choses et puis finalement il y a un petit retournement quand même. Il y a des choses surprenantes. Ce n'est pas on sait qu'on ne va pas directement comme ça à la fin du livre. Sinon c'est trop facile. Voilà, ça serait beaucoup trop facile. facile. On est tous des écorchés, on a tous nos blessures effectivement plus ou moins violentes, plus ou moins douloureuses, mais je pense que c'est aussi les blessures qui font qu'on s'attache. Et je compare toujours l'humain et ses écorchures à un morceau de velcro. Le velcro, il y a deux côtés et c'est très rugueux des deux côtés, mais ça s'attache ensemble. Et donc je compare les écorchures des gens à ce morceau de velcro et quand on est écorché, quand on a des failles et des douleurs, on s'attache de façon particulière peut-être à d'autres qui ont soit les mêmes failles, soit d'autres failles, et ça permet de tenir ensemble. Est-ce que le ressort dramatique finalement, c'est pas parce qu'il y a une extrême intensité dans les moindres, dans chaque page finalement, cette intensité de la vie, ce besoin de vivre intensément chaque minute malgré les difficultés. Est-ce qu'il n'y a pas ça? Ça vient sûrement de moi parce que en tant qu'hypersensible, forcément, je prends la vie à 200% et je reçois aussi les émotions des gens. Je vis les miennes et je reçois celles des gens et j'essaie de les retranscrire avec cette force-là pour montrer à quel point c'est important de tenir compte de ses émotions, de tenir compte des émotions des autres et il n'y a rien de plus important. Alors je voudrais que vous nous parliez d'un personnage dans ce livre qui est un peu le contrepoint de tout ça. C'est le personnage de la secrétaire du juge. C'est la greffière. La greffière, la greffière. Elle serait vexée. Alors cette greffière, je voudrais que vous en parliez un petit peu. Alors cette greffière, en fait, au départ, je pense qu'on la considère comme une femme odieuse, méchante, mauvaise. Et en fait, j'ai essayé de montrer qu'elle aussi, elle avait ses écorchures, elle aussi, elle avait ses failles. Et parfois, on ne comprend pas le fonctionnement des gens, on leur en veut et on ne sait pas ce qui se passe derrière. Et on comprend au fil du roman que si elle est aigrie comme ça et si elle essaye de se venger, si elle est mauvaise parce qu'elle est malheureuse. Et je ne sais pas si j'ai réussi, mais j'avais envie de la rendre attachante à la fin
pour qu'on ait de l'empathie pour elle. Et, je vous confirme que vous avez réussi. Voilà. Et le petit message derrière Jocelyne, c'était l'idée de ne pas juger les gens, de s'en protéger quand ils vous font du mal, mais de ne pas les juger, parce que personne ne sait ce qui se passe derrière la vie de chacun. Réalité. Et on ne sait pas ce qu'ils viennent de vivre ou ce qu'ils sont en train de vivre ou ce qu'ils ont vécu il y a longtemps et ce sur quoi ils se sont construits. Et le jugement peut être destructeur. Donc chacun fait comme il peut avec ce qu'il est et avec ce sur quoi il s'est construit. Oui, il y a une forme d'humilité aussi hein, dans justement ces personnages. C'est ce qui arrive au fur et à mesure, c'est l'humilité malgré tout devant la vie, devant ce qui nous arrive. Et je parlais tout à l'heure de cette idée du choix. Alors je reviens à l'intrigue, je dirais, première, c'est-à-dire le roman épistolaire. Le lien qui se crée grâce aux mots entre le personnage de l'étudiante, Anaëlle, et le personnage du juge. Et je voudrais un petit peu... Alors, il y a beaucoup d'humour. Hein. Au fur et à mesure de la relation, on voit que l'humour et la liberté de ton deviennent de plus en plus importantes. Et ça, c'est assez intéressant parce que, finalement, ils se permettent beaucoup de choses à cause de l'écrit. Grâce à l'écrit. Grâce à l'écrit. Oui. Exactement. Puis il y a surtout cette notion de jeu. C'est-à-dire voilà, qu'entre eux. C'est aussi un jeu. C'est un jeu. La séduction est un jeu. Et voilà. Il va y avoir ce jeu de séduction qui est d'autant plus savoureux qu'il s'étale dans le temps. Et enfin, dans tout jeu de séduction, le principe, c'est de s'amuser, c'est de rire. C'est de s'émouvoir aussi. Mais si c'est triste, on n'est pas séduit par l'autre. Enfin, je crois pas. Vous, je sais pas. Mais moi, j'ai besoin de rire. J'ai besoin d'être joyeuse et donc d'un autre côté Anaëlle elle se protège aussi derrière ses lettres parce qu'elle n'a pas envie de se révéler tout de suite. Elle a son handicap, elle a ses peines, elle a ses peurs surtout. Et c'est bien pratique pour elle cet échange épistolaire parce que ça lui permet de s'ouvrir mais tout en douceur, petit pas après petit pas. Et elle le freine en permanence parce que lui, il aimerait aller plus vite. Et elle, ben, ça lui laisse le temps de comprendre qu'elle a le droit d'affronter ses peurs, qu'elle a le droit de séduire à nouveau et qu'elle a peut-être encore une vie devant elle. C'est une histoire, finalement, qui nous montre que nous sommes libres. Oui. Même devant l'extrême, c'est-à-dire par rapport à la mort. Hein, parce que quand même, dans ce livre, il y a la mort. Il y a la mort d'un enfant. Et ça, c'est évidemment un sujet extrêmement douloureux. Une expérience, je dirais certainement l'expérience la plus peut-être douloureuse hein, qui soit. Et donc, malgré cette mort, ce n'est ni tragique ni morbide. Et ça, c'est extraordinaire. Ça, c'est la force des mots, justement. Ouais, parce que moi, mon objectif, c'est de donner de l'espoir toujours, même si c'est très difficile. Y a toujours... C'est une question de choix, en fait. Je pense nous sommes, je ne sais plus qui l'a dit, mais nous sommes la somme de nos choix. Et on peut toujours choisir le chemin qu'on va prendre. Et je pense sincèrement qu'on peut choisir d'être heureux malgré tout. Tout avec un T majuscule, quelle que soit l'épreuve. Il faut se faire aider parfois, il faut parfois se faire aider longtemps, mais on a toujours le choix d'aller vers la lumière. Voilà. Et c'est ce que j'essaie de transmettre. D'accepter finalement son destin et de choisir. Ben c'est oui à ce qui est, parce qu'on n'a pas le choix. On est des petits grains de sable dans l'univers et on est bombardé d'événements, de situations et on essaie de surnager comme ça sur la vie. Mais par contre, on peut donner de temps en temps un petit coup de nageoire pour choisir la direction où on va. Merci beaucoup. Et je vais maintenant m'adresser à Valérie Perrin. Alors c'est drôle parce que là on a donc cette femme, Anaëlle, hein, qui choisit vraiment. Et puis, dans votre livre, Changer l'eau des fleurs, on a un autre personnage de femme. Il y a quand même quelques points communs. Il y a beaucoup de points communs. Beaucoup même, je pense. Qui s'appelle Violette Toussaint, ce qui est un fort joli nom, fort joli prénom. Et cette Violette Toussaint, elle a aussi un métier quand même, comment dire, qui n'est pas banal. Non. Elle est gardienne de cimetière. Oui, oui. Alors, quand on dit ça, on pourrait imaginer que ça ne va pas être très drôle et que la vie de Violette Toussaint n'est pas forcément très drôle.
La vie de Violette n'est pas très drôle, mais elle est racontée et surtout, cette femme impose aussi ses choix malgré tout. Et ce n'est pas du tout morbide, c'est magnifique. Alors je voudrais que vous nous parliez de ce personnage de Violette et comment vous avez fait venir Violette, comment vous avez donné naissance à Violette. Je crois que Violette, elle est venue à moi, elle est venue à ma rencontre. C'est souvent ce que disent les écrivains, le personnage vient. Ouais. Je crois qu'un après-midi, je suis allée me promener dans un cimetière en Normandie. J'ai toujours promené les cimetières dans moi, ça peut paraître très étrange, mais je trouve que ce sont des lieux de drame, de larmes, mais aussi de poésie et d'amour. Et il peut se passer beaucoup de choses, et surtout à travers tous les petits mots qu'on peut lire sur les tombes. Et je me suis dit, cet après-midi-là, est-ce que ça existe ce métier? Et j'ai fait des recherches, et oui, bien sûr. Il y a des gardiens de cimetière, c'est souvent la petite maison qui est attenante au cimetière. Et j'ai imaginé, d'abord je suis partie sur un livre, j'ai pensé beaucoup à Renée, le personnage de la concierge dans L'élégance du hérisson. J'ai vraiment pensé à elle. J'y ai pensé aussi. Oui, mais je me suis dit, elle ne peut pas être comme Renée qui, a priori, est antipathique, il faut qu'elle soit dans l'empathie. Il faut qu'on ait envie d'aller chez elle, qu'on ait envie d'aller boire un café chez elle, ou un verre d'alcool, ou peu importe, mais il faut qu'on ait envie de parler avec cette femme. Je me suis dit, elle va recueillir tous les mots de ceux qui sont restés, de ceux qui restent. Et puis qu'elle connaisse aussi l'histoire secrète de tout ce que les morts ont emporté dans leur tombe. Je suis partie, c'est à partir de là que je suis partie de ça. Je me suis dit, cette femme-là, pourquoi elle est là? Pourquoi elle est dans ce cimetière? Pourquoi elle fait ce métier-là? Et puis je me suis dit, ça va être tellement romanesque que j'ai dû faire beaucoup de choix, parce que j'aurais pu écrire 10 volumes autour de ça. Donc j'ai dû faire des choix. Donc c'est comme ça qu'elle est arrivée, Violette. Et puis après, je me suis dit, qu'est-ce qui va se passer? Le parti pris de départ, c'est une femme dont la vie ronronne, et effectivement, et c'est là où ça se rejoint totalement, où nos histoires et nos personnages sont très proches, c'est pourquoi on est là, d'abord, quels sont nos choix, effectivement. Que pouvons-nous faire? Que pouvons-nous en faire? Et puis cette femme, elle est seule, et sa vie ronronne, mais elle fait partie elle déguste le présent, elle le dit. Elle est vraiment dans le présent. Ouais, c'est vraiment ça. Mais finalement, Violette, c'est le lien entre ceux qui sont partis et ceux qui sont là. C'est aussi parce que ce sa lien. maison, c'est ce point de rencontre. Oui. Et Violette, c'est celle qui écoute ceux qui restent. Oui. Et c'est celle qui va voir ceux qui sont partis. Oui. Et ça, c'est vraiment magnifique parce qu'elle apporte aussi, évidemment, des éléments inconnus à ceux qui viennent se recueillir sur les tombes et qui parfois ne savent pas. Et alors il y a une intrigue là extraordinaire. Oui. L'intrigue commence un matin quand donc ce cimetière est en Bourgogne et un matin un homme débarque de Marseille. Il vient d'apprendre que sa maman veut reposer auprès d'un homme enterré dans le cimetière dont s'occupe Violette et il ne sait pas pourquoi parce qu'il n'a jamais entendu parler de cet homme. Et Violette qui connaît la vie, ce que je vous disais tout à l'heure, des vivants et de ceux qui sont partis, elle sait peut-être pourquoi. Et à partir de là, on va découvrir tout le passé de Violette, mais aussi toute l'histoire de cette femme et de cet homme qui repose dans ce cimetière. Et cet homme, qui se pose beaucoup de questions sur sa maman, va aussi se poser encore plus de questions sur cette Violette. Qui est-elle? Il est fasciné par elle, je pense qu'il tombe amoureux d'elle. Oui. Et voilà, et à partir de là commence toute l'histoire et et je dirais que c'est l'autre point commun aussi avec Agnès, c'est-à-dire que ce sont des histoires qui s'entrecroisent. Oui. Et au fur et à mesure qu'on avance, on voit évidemment les liens de plus en plus étroits entre les personnages. Il y a aussi quelque chose que je voulais dire, c'est par rapport à Thomas qui amène la forêt. Et je trouve que Sacha est très proche de Thomas aussi. Il y a un personnage qui arrive beaucoup plus tard dans ce roman, mais qui est fondamental et qui un sage, quelqu'un qu'on a envie de rencontrer et qui effectivement va lui apporter tout ce qui est le trésor du présent et de regarder un arbre et de planter et de récolter. Et ça fait vraiment partie c'est un hymne à la vie. À travers la mort. Et il y a deux personnages, moi, qui m'ont fait quand même beaucoup sourire, malgré quelquefois le caractère un peu dramatique de leur activité. Ce sont quand même les Fossoyeurs. Et le Fossoyeur n'est pas inventé. Ce Fossoyeur, je l'ai rencontré. Et quand vraiment, je me suis dit, il existe ce personnage. C'est pas possible. Il s'appelle Norbert. Il vit là où j'ai grandi. Il a été Fossoyeur 30 ans dans la ville où j'ai grandi. Et je l'ai rencontré. Je ne le connaissais pas pour parler de ce projet.
Et la première chose qu'il m'a dite, c'est je n'ai jamais autant ri que quand j'étais au cimetière. C'est quand même extraordinaire. Et je lui ai tout pris pour écrire, pour créer ce personnage-là. En fait, il y a une forme aussi de dédramatisation, finalement. Tout à fait. Oui. Parce que le cimetière, ça fait peur. Parce que nous savons bien sûr que nous y allons, tous, un jour ou l'autre. Mais là, on ne verra plus jamais. Quand on lit Changer l'eau des fleurs, on ne regardera plus jamais, on ne se promènera plus jamais dans un cimetière comme avant. Parce qu'on verra Violette. Et Violette, elle a aussi une autre, occupation, c'est qu'elle écrit ce qui se dit pendant les enterrements. Donc elle est vraiment la mémoire, la mémoire vivante. Oui. Elle est la mémoire du départ, du jour du départ. Voilà. Pour ceux qui n'auraient pas pu assister à l'enterrement d'un des proches, elle écrit, elle tient des registres avec ce qui se passait le jour de l'enterrement, les fleurs, les mots, la météo, le nombre de personnes qui étaient là. Oui. Et finalement, cette femme, c'est aussi quelqu'un qui vraiment adresse un véritable hymne à la vie. Elle aime les fleurs, elle aime les bêtes, elle aime le vivant. Elle est véritablement dans le vivant. Elle ne mange pas de viande, je crois. Non. Les chats vivent au cimetière, ils sont ravis. Les chiens dont les maîtres sont malheureusement... Elle vit avec une vieille chienne. Eh bien, les chiens se font recueillir. Donc c'est une image véritablement de vie. Les animaux sont importants dans les cimetières. Les animaux sont très importants. Il y a beaucoup de chats qui vivent dans les cimetières et souvent on s'imagine que c'est quelqu'un qui vient nous faire un signe, que c'est peut-être une âme qui vient nous voir à travers le chat. Le chat est très important dans les cimetières. Oui, c'est l'idée peut-être qu'il y a une certaine réincarnation. Tout à fait. Peut-être. Oui. Alors, quand même, je voudrais aussi insister sur le fait que Violette, elle a une vie. Elle a une vie très lourde. Très, très lourde. Et elle aussi, elle est confrontée, finalement, à quelque chose alors, de dramatique. sans dévoiler, nous ne le dévoilerons pas, mais est-ce qu'on peut quand même parler un peu de cette vie de Violette avant le cimetière ? Moi, je pense que ce qui est très important dans ce roman, et dont on n'a pas encore parlé, c'est de Philippe Toussaint, ce fameux mari disparu depuis 19 ans. Il est parti du jour au lendemain. On ne sait pas où il est. Et je le dis assez régulièrement, Violette est fondamentale puisque c'est la narratrice, mais je le dis souvent, peut-être que le personnage principal de ce roman, c'est Philippe. Oui. Parce qu'on va découvrir aussi beaucoup de choses sur ce mari-là. Et lui fait partie de la vie d'avant, mais aussi du présent, parce que tous ceux qui ont fait partie de nos vies d'avant sont aussi dans le présent, forcément. Merci beaucoup. Et on va garder après, bien sûr, on va donner la parole à Vincent Vinino, et puis après on essaiera de voir si justement on peut continuer. Alors Vincent, votre roman s'intitule « Fais de moi la colère ». Vous l'avez sous les yeux, vous avez un paysage. Roman, comme je le disais tout à l'heure, étrange. Nous sommes dans l'étrangeté. Étrangeté d'une histoire, étrangeté d'un lieu, étrangeté des personnages. En 2 mots, et puis ensuite vous dévoilerez ce que vous voulez dévoiler. Une jeune femme, très jeune femme, perd son père dans des circonstances un peu dramatiques, un petit peu violentes. Son père est pêcheur sur le lac Léman. Et elle se retrouve avec les souvenirs, l'absence et la barque. Et il faut qu'elle vive. Cette jeune femme donc décide de vivre, de prendre un peu la suite de son père. Et là, il va se passer des choses extrêmement étranges. Les morts, des corps morts, vont remonter à la surface du lac. Et puis, il y a aussi un deuxième personnage qui vient s'installer sur les rives du lac. Alors déjà, nos 2 protagonistes, ils ont des prénoms, Ismaël et Ézéchiel. Alors je crois que ce roman, il faut le lire en cherchant des clés quand même. Il y a chaque fois des significations derrière les prénoms, derrière les lieux. Il y a une très forte symbolique. Il y a une écriture presque poétique à certains moments. Et je ne vous cache pas que j'ai été à la fois emportée et en même temps médusée, mais au sens propre du mot médusée. C'est-à-dire je suis restée
sur place. Je voudrais que vous nous parliez un peu de ce roman qui est votre premier roman de littérature générale. Est-ce que je ne dis pas de bêtises? Non, c'est le cas. Il est présenté comme ça puisque vous êtes un écrivain, mais plutôt pour la jeunesse. J'écris essentiellement pour les adolescents depuis 7-8 ans. Donc j'ai écrit une vingtaine de romans, de thrillers, etc. Et ce roman est effectivement mon premier roman en littérature générale. Il se trouve que c'est le premier roman auquel j'ai pensé, alors que je ne savais pas encore que j'allais être écrivain et que ça fait 15 ans que je pense à ce roman-là. Vous le portez. Voilà. Je me suis installé au bord du lac Léman il y a 15 ans. Et puis très vite, j'ai eu cette image de corps qui flotterait dessus, et je ne savais pas ce qu'elle signifiait, cette image-là. Elle revenait souvent ? Elle revenait pas souvent, non. Je l'ai vue 2 ou 3 fois, puis après j'ai fait un travail de romancier, c'est-à-dire que j'ai laissé venir des choses et chercher des personnages. Je pense qu'un roman existe quand les personnages se mettent à exister. Il a fallu un peu de temps pour qu'ils se mettent à exister. C'est vrai qu'il y a des clés dans le roman, il y a des symboles, il y a des signes, mais je ne suis pas sûr qu'il soit nécessaire de s'arrêter. Je pense que Violette s'appelle pas Violette par hasard quand il s'agit de changer l'eau des fleurs. De la même façon, évidemment, ces personnages-là ont des prénoms bibliques, ils ont des prénoms qui sont aussi des références à la littérature. Voilà, on pense à Moby Dick avec Ismaël. Mais je crois que le propos premier du bouquin, c'est d'emporter ses lecteurs, ses lectrices, du début à la fin, de partir avec ces premières lignes d'Ismaël et de se retrouver, si c'est possible, à la fin, un peu étourdi. J'aime bien méduser, ça me fait plaisir. Alors, je vous confirme que l'effet est atteint. Pour moi, du moins. Voilà. Et puis après, moi, j'ai des lecteurs qui m'ont dit qu'ils l'avaient repris, qu'ils avaient des phrases qui les habitaient, qui flottaient un peu. Et ben voilà, j'avais envie d'écrire un livre qui reste dans la tête du lecteur, peut-être pas 15 ans, mais moi je l'ai eu 15 ans en tête et j'aimerais bien qu'il reste un petit peu dans la tête et dans l'esprit de mes lecteurs et de lectrices pendant un moment, y compris pour les intriguer et pour leur donner envie d'aller relire tel ou tel passage. Alors cette idée de relire, elle est effectivement très importante. Je ne vous cacherai pas que j'ai commencé le roman et effectivement j'ai dû relire à certains moments. Vraiment, c'était nécessaire. Et moi, j'ai utilisé le mot méduser, mais parce que même quand on finit le roman, on est toujours devant une interrogation mystérieuse. On est devant le mystère. Et je crois que ce qui contribue à ça, c'est aussi ce personnage, j'ose dire le personnage du lac. Oui. Le lac est, comme vous pour l'arbre, comme vous pour le cimetière, est un personnage à part entière. Le lieu est un personnage. Et alors là, évidemment, comme c'est le lac, c'est l'idée de l'eau, de cette idée un peu d'envahissement. Et j'avoue que ça, c'est quand même très fort. Et puis, il y a une deuxième chose, Vincent, et j'aimerais que vous en parliez un petit peu. C'est « Fais de moi la colère ». Je voudrais qu'on revienne sur ce titre. Si vous voulez bien. Oui, alors le titre, c'est une drôle d'histoire, parce que moi j'avais trouvé, en 15 ans j'ai eu le temps d'inventer un certain nombre de titres, et puis quand je l'ai proposé à mon éditrice aux Escales, elle m'a répondu très vite, très gentiment, qu'on allait publier le livre, et que pour elle, il devait s'appeler « Fais de moi la colère », qui est une phrase du roman, titre auquel j'avais pas jamais pensé, et qui est en fait une prière que le personnage d'Ézéchiel adresse à son Dieu pour lui demander d'endurcir son bras, d'être capable d'affronter peut-être la bête qui est au fond du lac et qui explique ces phénomènes étranges qui se produisent. Voilà, il y a des moments où on a besoin d'être en colère, il y a des moments où la colère donne une force, et parfois on n'a pas la force d'être en colère, et j'aime cette idée qu'on a parfois besoin des autres pour s'encolérer, pour aller affronter des choses qui sont peut-être trop lourdes pour nous, mais qu'on est seul à pouvoir affronter, et on a juste besoin des autres pour faire la veillée d'armes avec nous avant, et nous entourer avant d'y aller. Voilà,
c'est un peu ce que dit cette phrase. C'est aussi une prière adressée à son Dieu. Et effectivement, il y a un personnage du lac qui est important parce que le lac, c'est à la fois une fosse et une surface. Et un ciel au-dessus et une surface qui reflète le ciel. Donc il y a toute cette réflexion dans le roman sur qu'est-ce qui se passe dans la fosse, qu'est-ce qui se passe sur la peau du lac et qu'est-ce qui se passe dans le ciel et qui est reflété. Voilà, c'est un peu ce que j'ai essayé de faire avec le lac. Et puis aussi ce lac, surtout la nuit, il n'y a plus de repères. Il n'y a aucun reflet. Il n'y a aucun repère. Et là, l'homme et la femme sont perdus. Oui, Je veux dire, on est perdus. Ils sont à la fois perdus et ils sont innocents. Enfin, ouais, isolés dans quelque chose. Ils sont dans un espace qui est à la fois un espace où ils sont dans une solitude parfaite, mais où ils voient les lumières. Parce que je suis pas en mer, je suis dans un lac. Donc on voit les lumières des rives autour qui leur disent à la fois qu'ils sont pas seuls et qu'ils sont entourés de ce que peuvent représenter ces lumières. Ézéchiel a une vision très sombre des villes humaines. Il vient d'Afrique, il a vécu un génocide, si bien que pour lui, les lumières qui lui annoncent à la fois qu'il reste des hommes vivants, mais aussi que les massacres peuvent reprendre. Et ils vont passer 5 nuits sur ce lac. Et on va voir l'image du lac changer au fur et à mesure. Le lac qui est au départ menaçant, dont Ismaël dit à un moment qu'il est noir et luisant comme une pierre tombale, je pensais, par rapport à ce roman-là. Et puis on va les voir à la fin nager dans le lac, mais comme des sauvages nageraient dans un lagon. Voilà, et libérer cette idée de... Voilà, sans spoiler, il y a un moment où ils vont avoir dans ce lac-là presque comme une innocence et un moment de bonheur. Oui, absolument. Le bonheur est là, au milieu de ce qui a paru tragique, finalement. Oui, ben, je crois très fort à l'idée qu'on peut cueillir la joie à peu près n'importe où. Ouais. Ce qui est encore le point commun entre Agnès, les personnages d'Agnès, bien sûr, les personnages de Valérie. Joli, on peut cueillir la joie. Et peut-être que vous voulez intervenir, Valérie ou Agnès, là-dessus, peut-être. Il y a quelque chose qui m'est venu par rapport à la colère, parce qu'il y a une scène où Thomas exprime sa colère dans la forêt, et c'est la forêt qui absorbe cette colère-là. Donc là, il utilise le personnage de la forêt pour... et il décrit ces grands arbres qui sont impassibles, qui sont là depuis des dizaines, voire des centaines d'années, et qui absorbent cette colère-là qu'il a au fond de lui et qui doit sortir. C'est nécessaire. Et Vincent utilisait ce mot « sans colérer », qui finalement donne la force justement de choisir. Peut-être parce que la colère, elle est là aussi pour ça, pour avoir la force de choisir ce que l'on veut et surtout ce que l'on ne veut plus. Et Violette est confrontée aussi quelquefois à ce phénomène de colère qui monte, pour pouvoir réagir. Donc là aussi, je crois que c'est quelque chose qui est commun à vos trois protagonistes, à vos différents protagonistes. Est-ce que vous avez envie d'ajouter quelque chose, de vous poser une question mutuelle, enfin du moins, est-ce que... Moi, ça me donne envie de le lire parce que j'adore le lac Léman. J'avais rencontré un pêcheur là-bas pour un de mes livres, pour part avec lui. D'ailleurs, il me disait que c'était une des hantises des pêcheurs de repêcher un corps dans le lac. Quand ils remontent leur filet, c'est quelque chose auquel ils pensent tout le temps parce que c'est des choses qui arrivent. Et j'ai vécu aussi la nuit au milieu du lac à voir juste les D'ailleurs, j'aurais pas retrouvé le chemin parce que moi, je pensais que la Suisse c'était la France et inversement. Donc, oui, parce que ce lac est quand même très particulier. Il marque aussi une séparation entre deux pays. C'est important. C'est une zone de frontière et c'est important. Et c'est important dans l'histoire. Bien sûr. Bien sûr. Puis il est immense, effectivement. Il est immense et il est extrêmement profond. Il est plus profond que la Manche. Si bien donc que... une petite mer intérieure. C'est une petite mer intérieure. Moi, j'ai la chance de vivre sur les rives et donc c'est aussi peut-être un des paysages les plus changeants qui soit un lac, puisque il n'y a pas 2 jours dans l'année où il est le même. Mais je pensais à ce que tu disais sur les forêts. Il y a quelque chose de commun. C'est
c'est des mondes en soi où on peut se perdre et qui vont effectivement, je crois, modeler des états d'âme. On n'est pas pareil selon que le lac diffère, oui. Ouais. Bien sûr. Je vous remercie beaucoup pour Merci. cette rencontre. Merci. Je rappelle le titre de vos ouvrages, Changer l'eau des fleurs, Valérie Perrin chez Albin Michel, Fais de moi la colère, Les Escales, Vincent Villeminot, Agnès Ledigue, Dans le murmure des feuilles qui dansent, chez Albin Michel également. Merci beaucoup. Vous pouvez retrouver les auteurs sur les stands. Ils seront à votre disposition. Bien sûr, je remercie aussi et vous pouvez retrouver l'émission sur Corrèze Télévision. Merci beaucoup.